Bonjour Safia, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Safia, tu es docteur en sciences politiques et tu as notamment co-dirigé aux presses universitaires du Septentrion en 2023 un ouvrage qui s'appelle Sociologie politique du Rassemblement national. Alors justement, c'est du Rassemblement national dont on va parler puisque c'est l'objet du dossier commun que l'on fait avec la revue Politis. Dans la revue, avec la revue Politis, on se pose la question du rapport du Rassemblement national avec la démocratie, comment Marine Le Pen, en gros, s'autoproclame la grande défendresse de la démocratie et de la Cinquième République. Et aussi, on interroge le rapport du Rassemblement national avec le mouvement Bloquons tout, c'est tous les mouvements en fait sociaux qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans notre société. Alors, ma première question, c'est, là moi j'ai écouté Marine Le Pen à la fois lors de son université d'été à Hénin-Beaumont et à l'Assemblée nationale au moment de la motion de, le vote de confiance, pardon, de François Bayrou. Et j'avoue que j'ai été frappé par donc à la fois la façon dont elle se dit, la démocratie, c'est moi, mais aussi dont elle dit la République, la Cinquième République, c'est moi. Et elle dit ce truc étonnant, j'ai l'impression qu'elle joue un peu sur deux tableaux, tu vois, en disant, on n'a pas besoin, je suis là, je vais défendre les institutions de la Cinquième, et en même temps, on va redonner le pouvoir au peuple. Est-ce que, dans la façon dont je présente les choses, est-ce qu'il n'y aurait pas un changement stratégique, un bouger stratégique par rapport à ce qu'a été historiquement à la fois le Front National et le Rassemblement National, c'est-à-dire un parti anti-système qui veut renverser la table, là, avec la proximité, on va dire, de son, je ne l'espère pas, hein, mais du pouvoir, elle est en train de, je sais pas, j'ai l'impression de revoir à la fois son vocabulaire, la direction et finalement aussi son corpus idéologique. Mm. Alors pour répondre à la question sur voilà, le RN, un parti qui était anti-système et qui le serait plus aujourd'hui, je pense qu'il faut d'abord différencier ce qu'un parti va dire de lui, comment il va se présenter, et puis la manière dont il va effectivement fonctionner et faire de la politique. Sur le côté parti anti-système, c'est vrai que ça a été beaucoup dit des partis d'extrême droite, notamment pour le FN, quand c'était un espèce de micro-parti qui valait pas grand-chose dans les arènes électorales, parce que c'est un peu comme ça hein, qu'on jauge la force d'un parti politique. Aujourd'hui, il y a cette idée que c'est un parti qui s'est un peu normalisé parce qu'il joue le jeu des institutions de la Cinquième République et que du coup, il serait pro-système. Moi, de mon point de vue, je pense qu'il y a une forme de continuité en fait dans ce qu'est le Rassemblement national. En fait, le RN aujourd'hui est bien représenté à l'Assemblée nationale, dispose de plus de 10 millions de voix à une élection législative. Donc, il est dans une configuration politique différente, ce qui fait que les discours anti-système vont plus forcément tant peser, bien qu'il en garde une partie en direction de ses électeurs. Et moi, de mon point de vue, le FN, devenu RN, ça a toujours été un parti dans le système, c'est-à-dire un parti politique, déjà d'emblée, hein, qui à la base est issu d'un regroupement de différents mouvements sociaux, mais c'est déjà un parti politique, donc quand il se crée, c'est une manière d'intégrer le système, et puis c'est un parti qui va aussi bah, jouer le jeu des élections, proposer des programmes politiques, avoir une organisation interne, recruter des militants, etc. Donc de mon point de vue, ça n'a jamais vraiment été un parti hors système. Par contre, c'est vrai qu'ils ont toujours eu un discours anti-système visant à les distinguer en fait de leurs adversaires politiques. Pour autant, quand on regarde, je sais pas, qui sont les élites du parti, par exemple, c'est pas si différent de ce qu'on retrouve dans d'autres partis politiques. Il y a une élévation du coût culturel et du niveau de diplôme des cadres. Il y a quand même une forte représentation des classes supérieures. Donc c'est un parti qui, là, sur cet aspect-là, par exemple, fonctionne à peu près comme les autres. Et sur les institutions de la Cinquième République en particulier, et surtout dans le contexte actuel, la manière dont elles sont utilisées, avec la présidentialisation, la personnalisation, voilà, relative délégitimation des parlementaires, des corps intermédiaires. Tout ça, ça me paraît assez consonant avec la manière dont le FN fonctionne lui-même en tant que parti politique, puisque c'est quand même un parti qui est très centré autour de la domination de ses présidents, qui se transmettent le parti, alors jusqu'à Jordan Bardella, par héritage familial. C'est un parti où il n'y a pas beaucoup de dissensions internes qui sont autorisées. Euh, donc j'ai l'impression qu'en fait, la manière dont fonctionne actuellement la Cinquième République, c'est ça juste en fait de fait à la manière dont le FN fait de la politique au sein de son organisation.
Et donc, je ne sais pas vraiment si c'est le FN qui a changé de discours, qui est devenu un parti du système, mais je dirais qu'en tout cas, le système de la cinquième est plutôt bien adapté à la manière dont ils font de la politique au sein de leur propre parti. Bon. Est-ce que, pour revenir à la question démocratique, lorsque Marine Le Pen se proclame leader de la démocratie, est-ce que pour toi, tu penses que ça peut résonner avec ce qu'attendent les gens? Je le mets vraiment en rapport avec ce qui se passe dans la société et, par exemple, si je prends le mouvement Bloquons tout, un mouvement hyper horizontal, enfin qui se veut hyper horizontal, sans chef, sans leader proclamé ou autoproclamé. Et donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, comme une espèce de hiatus que la proactivité des discours de Marine Le Pen ne pourra jamais combler. Bah, en fait, là encore, hein, je pense qu'il faut vraiment mettre à distance qu'une porte-parole d'un parti est fondée à dire sur comment fonctionne son organisation et qu'est-ce qu'il propose. Quand on regarde du côté du rapport de l'extrême droite avec les mouvements sociaux, que ce soit Bloquons tout ou d'autres formes de mouvements sociaux, même si on a pu retrouver, penser qu'il y avait des personnes qui votent RN qui se sont mobilisées, par exemple, dans les Gilets jaunes, dans les mouvements anti-vax et peut-être hier dans les mouvements Bloquons tout. Je pense que voilà, l'extrême droite a quand même un rapport assez hostile généralement aux mouvements sociaux, plutôt progressiste, plutôt de gauche. C'est pas un parti qui historiquement soutient ces formes de mobilisation. Euh, à l'époque, il y avait quand même bon, c'était dans l'air du temps, un très fort anticommunisme en fait qui caractérisait l'extrême droite, qui le caractérise toujours aujourd'hui, une hostilité aussi face aux organisations représentatives syndicales. Donc moi j'ai pas l'impression que le RN ait véritablement changé là-dessus. Si on regarde depuis 2 jours les discours des porte-paroles autour du mouvement Bloquons tout notamment, ils reprennent, en fait, ils participent à voilà, l'ère du temps médiatique où on répète depuis 2 jours que, de toute façon, ce mouvement social, c'est un mouvement qui est noyauté par l'extrême gauche ou l'ultra-gauche, c'est un mouvement qui a été politisé par la gauche, voilà. Donc, je trouve qu'ils sont, voilà, ils reprennent un peu les discours que d'autres porte-paroles politiques du centre ou de la droite ont aussi, hein. Et c'est pas le RN, l'extrême droite ne sont pas des amis des mouvements sociaux, ne sont pas des amis des mobilisations. Euh, voilà, ça je pense que c'est assez clair et c'est historique et je pense aussi assez contemporain. Ce que tu décris finalement comme parti, c'est un parti de droite. C'est-à-dire que, je veux dire, tu dis, oh, bon, bah, en fait, ils ont jamais, ils sont pas anti-système et l'ont-ils vraiment jamais été. Ils sont pas avec les mouvements sociaux, ils veulent garder la Cinquième République, etc., etc., tu vois. Donc, du coup, est-ce que tu penses que, je mets ça en rapport avec ce que Jordan Bardella, par exemple, disait il y a pas très longtemps, là, il y a quelques jours, il disait, bah, nous, moi, j'accepterai pas Matignon en l'état de l'Assemblée nationale. En revanche, je veux une dissolution. Et même si on n'a pas de majorité absolue, bah, je pense qu'on pourra en chercher du côté de la droite. Est-ce que tu penses, enfin, notamment des LR, est-ce que tu penses que cette respectabilisation d'apparence, elle sert aussi stratégiquement et tactiquement pour essayer de réunir une majorité dans le pays, mais aussi au sein du Parlement pour pouvoir gouverner. Alors sur la question, je pense qu'il y a plusieurs points voilà, sur lesquels je peux répondre. Euh, D'abord, sur les discours en fait que porte Jordan Bardella, et qui fait écho en fait aux perspectives du RN, cette idée que voilà, il veut pas Matignon s'il n'y a pas quand même une large partie de l'Assemblée qui est peuplée par des députés Rassemblement National, ça fait directement lien avec eux leur proposition de longue date, hein, une proportionnelle mais avec une prime majoritaire, hein, pour être certain que le parti arrivé en tête des élections serait majoritaire à l'Assemblée nationale et pourrait donc gouverner sans forcément laisser trop de place aux oppositions. Ça, pour moi, c'est assez classique d'une vision du monde politique de l'extrême droite, hein. Gouverner, c'est bien, mais c'est mieux si voilà, on est tout seul à avoir la main et puis qu'on n'a pas trop de problèmes avec les oppositions. Ensuite, sur le lien avec la droite, ça, c'est assez présent dans les travaux sur la France, mais aussi dans les extrêmes droites à l'international. Généralement, l'extrême droite, elle n'arrive jamais seule au pouvoir, elle est véritablement accompagnée, alors sur le temps relativement long, par les partis et les représentants de la droite, mais aussi, comme on peut en faire l'hypothèse en France, par une partie de ce qu'on appelle le bloc central, hein, qui, bon,
parfois reprend des mots de l'extrême droite. Je pense à la préférence nationale, dont on a certains ministres qui, dans leurs paroles, en fait, n'ont pas des discours très différents de ce que peuvent porter des porte-paroles de l'extrême droite. Donc, sur le côté alliance avec la droite, pour moi, c'est assez clair, hein. Il y a un exemple très récent, c'est la scission Éric Ciotti en 2022 pour créer l'UDR et donc qui est quand même assez proche du RN, mais ça remonte à assez longtemps. Déjà, dans les années 80, il y avait des professionnels de la politique du RPR qui étaient passés au RN dans l'espoir, avec l'idée de pouvoir accélérer leur carrière. Ça s'est rejoué aussi dans les premiers mandats de Marine Le Pen à la tête de du FN dans les années 2010. Donc cette porosité relative entre droite et extrême droite, pour moi, elle est assez constante, hein, et elle fait beaucoup sens. Donc, en fait, que le RN souhaite gouverner avec la droite, c'est pas une surprise. Par contre, ce qui étonne, je pense, et ce qui peut questionner, en fait, dans l'espace actuel, c'est que ce soit a priori possible, en fait. C'est qu'il y ait des tentations à la droite dite républicaine de gouvernement de vraiment se décaler, pencher de plus en plus vers l'extrême droite. Et ça, c'est quand même assez aussi historique à droite, hein, de chercher à utiliser, en fait, les électorats du FN, et essayer de les récupérer, et on peut penser que ce processus avec d'autres a participé à droitiser un peu le champ politique, ce qui fait que le RN peut apparaître plus normal qu'auparavant. Et enfin, tu parles de respectabilisation, d'autres vont parler de dédiabolisation. Moi, je suis toujours surprise de la manière dont on étudie ce phénomène, dont on en parle en fait dans les médias ou dans le débat public. En fait, la dédiabolisation, c'est effectivement une stratégie d'un parti pour s'aligner relativement au code de la politique professionnelle. Ça prend l'aspect, je sais pas moi, je sais pas, savoir porter l'habit du député, ne pas forcément faire état de propos qui contreviennent à la loi dans les médias ou dans l'espace public, et rompre pour partie avec une des stratégies de Jean-Marie Le Pen qui était la scandalisation, hein, et le fait de faire parler de lui, notamment avec des sorties qui lui ont valu beaucoup de procès. Mais pour autant, je pense qu'on a vite oublié que ce n'est qu'une stratégie et qu'elle ne peut fonctionner et avoir des chances d'être transfiguré en vérité s'il y a des publics qui y croient et donc des gens qui vont participer à cette stratégie, à la valider, etc. Et là, je pense que beaucoup ont souscrit, malgré eux peut-être, à cette stratégie. Typiquement, le cas de ce qu'on appelle les brebis galeuses à chaque élection nationale ou locale, je trouve que c'est assez typique, puisqu'en fait, on se pose pas la question de est-ce que c'est pas quelque part logique que un parti d'extrême droite présente des candidats et des candidates qui ont des visions du monde d'extrême droite et qui en font état, en fait, sur les réseaux sociaux, dans leur, voilà, ou dans leur campagne. On va se poser la question de est-ce que le RN peut masquer, en fait, ces personnes-là, ne pas les investir, ou alors les former à prendre la parole en public. Bon. Typiquement, moi, l'exemple qui m'avait beaucoup choqué, c'était cette candidate qui avait posté en ligne avec une casquette nazie. Je me disais, bon, bah, en fait, si on pose la question dans les termes avec lesquels elle est posée dans le débat public, on va se dire, bon, mais cette candidate-là, ça va pas parce qu'elle a une casquette nazie et qu'elle poste une photo d'elle sur son profil Facebook. Par contre, si elle arrête de poster ce genre de photos, là, ça ce sera une candidate acceptable, sauf que la casquette nazie sera toujours dans son placard. Donc pour moi, en fait, ça fait pas vraiment sens de poser la question comme ça. Je pense qu'il y a vraiment un processus assez long de normalisation médiatique, politique de l'extrême droite, à la fois du côté de professionnels de la politique, plutôt à droite, mais bon, on pourrait discuter du rôle d'une partie de la gauche dans ce processus, et puis aussi des cadrages journalistiques, hein, et j'impute pas la responsabilité personnellement à des journalistes, des rédactions, etc. À part certaines qui ont des lignes éditoriales ouvertement conservatrices et réactionnaires, mais il y a quand même voilà, une transformation assez lente, assez longue des cadrages autour de ce parti. On a l'impression que puisqu'il a des millions d'électeurs et que c'est devenu un parti comme les autres, je pense qu'il ne faut pas oublier que cette banalisation, hein, elle a participé à euphémiser vraiment ce que veut dire le programme de ce parti, ce qu'il porte comme vision du monde, où est-ce que beaucoup de militants, dirigeants ont été socialisés. Mediapart faisait il y a quelque temps des articles sur Caroline Parmentier, qui est bon, une proche de Marine Le Pen, aujourd'hui députée. Bon, elle a été quand même journaliste dans une rédaction d'extrême droite pendant des dizaines d'années. Enfin, tout ça, ça continue en fait de construire ce qu'est le FN, un parti d'extrême droite qui, ne serait-ce que par ses visions du monde, n'est du coup pas comme les autres, hein. Mais alors, justement, comment est-ce que tu qualifierais cette vision du monde, cette identité aujourd'hui qu'incarne le Rassemblement national? Et est-ce que
cette identité que aujourd'hui a le Rassemblement national, à la fois celle qu'il dit avoir et celle que les gens, les millions d'électeurs, comme tu dis, projettent sur lui, est-ce qu'il y a une modification par rapport à, par exemple, il y a 20 ans? Je pense que c'est, oui, automatiquement, c'est pas un parti qui évolue dans le même espace politique. Les problèmes contemporains sont pas forcément posés dans les mêmes termes que dans les années 70, les années 80. Quand tu regardes du côté du recrutement, par exemple, le poids des carrières militaires compte moins, mais parce qu'on est aussi dans un contexte où il n'y a plus le service militaire, on est loin des conflits aussi dans lesquels la France était engagée à l'époque. Donc oui, évidemment, il y a des transformations. Par contre, si on réfléchit en termes de configuration politique, quoi, de mon point de vue, les travaux montrent bien que c'est un parti qui est vraiment situé à l'extrême droite, qui promeut des visions du monde qui naturalisent les inégalités sociales, mais qui théorise aussi des inégalités de classe, mais aussi en termes d'inscription ethno-raciale, de religion. C'est un parti qui a un programme assez virulent au regard de personnes qui sont a priori, qui font a priori pas partie de ce qu'ils appellent la communauté nationale. Il y a cette idée de réécrire un roman national, une idée imaginée de l'histoire française. Enfin, c'est un parti qui promeut en fait les différences entre les personnes, hein, pas voilà, l'union, la réunion, la fraternité, l'égalité. Et c'est un parti aussi qui, de longue date, a toujours proposé des mesures en direction de celles et ceux qui possèdent les moyens de production. Alors, notamment parce qu'ils ont une audience assez importante, et ça on le sait, notamment dans les études électorales depuis les années 80, auprès des professions indépendantes, que sont les artisans, les commerçants, les petits chefs d'entreprise. Mais on sait aussi que dans les années 80, 90, ils ont cherché en fait à se raccrocher aux milieux patronaux plus importants, à obtenir le soutien des grands patrons, des grands industriels. Et c'est peut-être ça qui peut-être change dans le contexte actuel depuis les années 2010. Peut-être que ce travail en direction des grands groupes industriels, des grands patrons, a peut-être plus porté ses fruits dans les années 80. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier aussi que c'est un parti qui soutient en fait les classes dominantes, qui n'est pas là pour chambouler la manière dont on sont réparties les richesses. Enfin, ça le distingue vraiment en cela hein, des partis de gauche, hein, tout parti confondu. Ça, je pense que c'est important aussi de le rappeler. Et enfin, et je pense que la récente séquence médiatique l'a montré, ils sont quand même assez prompt à être du côté du maintien de l'ordre, de formes de répression, de réduction des libertés individuelles. Hein. Donc ça aussi, ça n'a pas vraiment changé, c'est assez classique à l'extrême droite. Et peut-être que ce qui questionne aussi, c'est la manière dont peut-être la droite s'est radicalisée sur ces questions-là récemment. Bon, après, la droite n'a jamais forcément été pro-manifestation ou quoi, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que de mon point de vue, le RN s'est relativement mis à jour parce que les problèmes qui se posent aujourd'hui sont plus les mêmes forcément que dans les années 70. Pour autant, on peut toujours le situer à l'extrême droite de manière assez claire, quoi. J'ai une dernière question, Safia. Sébastien Lecornu vient d'être nommé Premier ministre. Il va essayer de composer un gouvernement et surtout, il va essayer d'obtenir des pactes de non-censure ou je ne sais quoi, enfin, je ne sais quel accord de coin de table pour se maintenir à son poste. Euh, Stratégiquement, tactiquement, sans forcément faire de la politique fiction, tu vois, mais euh, quelle serait selon toi, quelles démarches vont suivre les députés et les élus du Rassemblement national? Là, on voit que, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils hésitent, qu'ils savent pas trop s'il faut qu'ils tapent à bras raccourcis sur le nouveau Premier ministre, au risque d'apparaître par leurs amis de droite comme des irresponsables, ou bien s'il faut ils disent oh bon pourquoi pas le cornu il nous parle il est sympa comme tu l'as dit tout à l'heure il y a quand même une partie du gouvernement qui tient à peu près le même discours que nous donc on pourrait leur laisser une chance. Alors, je sais pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais il y a plusieurs éléments qui peuvent peut-être participer par rapport à ce qu'ils vont faire. D'une part, faut pas oublier qu'il y a toujours la condamnation pour inéligibilité de Marine Le Pen et d'autres cadres du RN, qu'il y a la date enfin, qu'il y a le procès en appel bientôt. Donc ça peut jouer sur les anticipations de scrutins électoraux. Est-ce que des législatives anticipées seraient, ouais, est-ce que ça marcherait dans le calendrier général du parti et de ses dirigeants? C'est le premier point. Le second point, il y a un espèce de paradoxe hein, quand voilà, désormais que le RN, maintenant que le RN est à l'Assemblée, voilà, qu'il a des députés et qui votent pas forcément toutes les motions de censure, c'est à la fois
pouvoir garder une image de parti différent des autres et relativement proche des fractions des classes populaires qui votent pour eux, hein, avec cette idée que ne peuvent pas forcément cautionner tout ce que va faire un gouvernement si une partie de leurs électorats voilà, ont des positions opposées. Et cette idée aussi de se la jouer un peu partie de gouvernement, je respecte la stabilité, pour aussi satisfaire à la fois leurs alliés de droite, mais aussi une partie de leur conglomérat électoral qui fait pas du tout partie des, d'une part des fractions de classe populaire et qui n'a pas forcément hein, voilà, pas forcément envie qu'il y ait une censure ou quoi que ce soit. Donc il y a une espèce de, voilà, de paradoxe, ils doivent un peu, je suppose, hein, danser sur plusieurs pieds. Donc il y a voilà, à la fois, à mon sens, une question de calendrier en termes d'élections en lien avec le procès, il y a à la fois le fait que leurs électorats sont assez pluriels, donc il faut aussi tenir différentes lignes de conduite, et peut-être que c'est là aussi hein, qui se partage en fait la parole entre une Marine Le Pen et un Bardella qui parfois ont des tonalités de discours un peu contrastées sur certains sujets, notamment économiques. Et puis enfin, il y a des choses que moi j'ignore totalement, que la presse a partiellement révélées, mais on peut difficilement caractériser ce type de lien. On sait que le Cornu a dîné en fait avec Marine Le Pen. On ne connaît pas en fait les discussions qui ont pu avoir, ce qui a pu être négocié. Donc en fait, moi je ne peux pas prévoir ce qui va se passer, mais on peut quand même dire hein, qu'il y a des positions, ils sont dans une position un peu ambivalente. Et là, dans les derniers jours, pour l'instant, il me semble que les porte-paroles du RN, a priori, n'annoncent pas de censure, hein, a priori. Donc, à voir par la suite comment vont se jouer les choses, quoi. Et on te réinvitera peut-être pour en reparler et si jamais il y a des bougées genre importants sur le sujet. Bah, merci beaucoup, Safia, c'était Merci pour hyper intéressant. l'invitation.